Par contre, le fait que le corps permette de localiser et d'identifier la personne qui l'anime, alors là, cela apparaît bien comme une fonction essentielle du corps. Je n'en dirai pas plus aujourd'hui, ou tout au moins pour l'instant. L'âme, maintenant. Lorsque je parle d'âme sans autre précaution, mon propos est mal compris pour la bonne raison suivante que l'âme, dans le discours classique, dans les représentations classiques courantes, l'âme désigne un petit peu la fraction, la portion spirituelle, religieuse de la personne, la fraction qui est peut-être destinée à vivre après la mort, etc. Eh bien, faites bien attention. Cette conception dont nous parlons tout de suite, qui est la conception courante, n'est pas la conception originelle, n'est pas la conception, même étymologique de l'âme. Et ici, le vocabulaire des paradigmes que j'utilise va désigner par le mot âme, non pas cette part religieuse ou spirituelle, mais bien au contraire et seulement la part psychique, la part mentale de l'être humain. Et ceci conformément avec l'étymologie, comme je le disais tout de suite, et aussi conformément avec la vision qui est celle des traditions anciennes, et notamment celle du christianisme ancien. L'anima, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, l'anima, en fait, l'anima des latins, la psyché des grecs, eh bien, ces deux termes, effectivement, désignent la part psychique, donc, de l'être humain. Le mot psychologie désigne bien une étude qui étudie la psyché, autrement dit en latin l'anima, autrement dit l'âme. Eh bien, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit effectivement de la dimension psychologique de l'être humain. Mais donc, soyez rassurés, pas plus que je n'ai présenté le corps à travers ses organes et ses fonctions, je ne vous ai pas embêté avec ça, je ne vais pas définir l'âme par les centres psychiques et les fonctions psychologiques qui sont les siennes et qui la composent. Vous le savez, vous en avez entendu parler, fonctions cognitives, fonctions perceptives, fonctions affectives, etc. Non, je vais seulement me contenter, pour le propos qui est le nôtre, de noter que l'âme est le sujet de notre intériorité. Disons quel est le lieu où nous vivons comme sujet, comme moi, comme personne. Et je noterai aussi que l'âme, contrairement au corps, ouvre électivement non pas sur le monde des objets, mais sur le monde des sujets. Non pas sur le monde des réalités sensibles, mais sur celui des réalités intelligibles, c'est-à-dire qui se lisent de l'intérieur. En effet, seule mon âme m'ouvre sur la vôtre et me permet de vous lire de l'intérieur. Ce n'est seulement parce que j'ai développé mes facultés de pensée que je peux être sans doute à même de comprendre vos propres pensées. Si je n'avais pas développé cet aspect de mon âme, je serais incapable de comprendre ce même aspect de votre âme. Si je n'ai pas épanoui mes facultés, je dirais affectives, sentimentales, je ne pourrais jamais comprendre les sentiments que vous allez m'exposer, je ne pourrais pas les lire. Donc seule mon âme me permet de lire la vôtre. Et là est le monde électif sur lequel ouvre l'âme. Mon âme m'ouvre sur le monde des âmes, sur le monde psychique, le monde des réalités intelligibles. Mais l'âme, comme le corps, n'est pas seulement non plus ouverture. Elle est aussi action. Elle me permet, mon âme me permet, mes conceptions, ma pensée me permet d'agir sur la vôtre. Et comment ? Quel est l'instrument essentiel ici qui est à notre disposition ? Eh bien, c'est le langage, qu'il soit parlé, donc, ou non. Ceci n'a pas d'importance. Et nous allons retenir enfin de l'âme les deux caractères que voici. L'âme humaine, comme l'âme animale. D'ailleurs, je précise que dans cette acception, bien sûr, alors que la question est encore remuée, elle est dérisoire, les animaux ont bien sûr une âme. Le mot animal vient de anima, ils sont animés. Et bien sûr, je n'ai pas dit que l'âme animale et l'âme humaine étaient la même, bien sûr que non. De même que les âmes de deux individus humains ne sont pas les mêmes. Mais l'âme humaine, comme l'âme animale d'ailleurs, je voulais signaler, n'existe pas en elle-même. Nul n'a jamais rencontré d'âme sans corps. D'ailleurs, à l'inverse, je dirais, le corps n'existe pas en lui-même. Je dis bien le corps vivant, pas le cadavre, parce qu'il s'agit d'autre chose. S'il y a un corps vivant, c'est qu'il est animé. S'il est animé, c'est qu'il y a une âme. Nous parlons de réalité concrète et non pas d'abstraction. Donc nul n'a jamais rencontré d'âme sans corps, ni bien sûr de corps vivant sans âme. En conséquence de quoi, la personne humaine, lorsque nous l'envisageons au niveau de ces deux étages, eh bien, elle se décline d'abord comme une entité que l'on qualifie d'ordinaire de biopsychique, c'est-à-dire à la fois physique et psychologique. Et rien ne sert de nier que cette unité dont nous parlons est aussi une dualité, en ce sens qu'il y a deux niveaux de lecture de cette unité. Le fait ne peut être contesté, à défaut, je pense, de mauvaise foi. Les deux dimensions dont je parle appartiennent bien à deux ordres de réalité différents. Et je ne vais pas vous faire un cours sur la notion d'ordre de réalité. Je veux dire simplement ici que le monde des os, des cartilages, des viscères n'est certainement pas le même monde que celui des pensées, des souvenirs, des rêves, des émotions, des idées. Oh, une preuve toute bête.
Eh bien, tout simplement, c'est que les yeux du corps ne voient pas les idées. Eh bien, pourtant, celles-ci, elles existent bien. Et pour les voir, il faut bien sûr les voir, entendons, les comprendre, les percevoir. Il faut les yeux de l'âme, entendons notre intelligence ici. Un second point capital, après avoir souligné cet aspect unité de ces deux composantes, est le suivant. Pas plus que la personne ne se réduit à son corps, celle-ci ne se réduit à son âme. Il n'y a que dans des modèles un petit peu déviés et mal compris, je n'approfondirai pas la chose, et non pas sur un plan historique, qu'on a pu penser que l'être humain se réduisait à son âme. Il est d'autre part certain que cette âme, comme le corps, suivez-moi bien, j'insiste sur cet aspect, l'âme comme le corps joue pour la personne une fonction d'adaptation et de sauvegarde dans le milieu naturel et social, je dirais physique et psychologique, où elle a à vivre, dans le milieu qui est le sien. Et l'âme remplit ce rôle non seulement pour l'individu, mais simultanément pour l'espèce. Il se trouve donc que l'âme, et c'est là où je voulais en venir, est naturellement égocentrée. Son principal souci est celui d'assurer notre sécurité et le fait que nous puissions perdurer. L'âme est naturellement égocentrée, c'est là sa fonction, c'est là sa pente, et tous les grands psychologues, dont Jung notamment, l'ont bien remarqué. En sorte, au passage, qu'il convient jamais de se leurrer sur notre grandeur d'âme. En effet, le plus fréquent est que, quelle que soit l'étendue de nos connaissances, même si elles sont merveilleuses, quelle que soit la hauteur et les cimes de notre intelligence, et Dieu sait si l'être humain est capable ici de grandes performances, quelle que soit la générosité de nos sentiments, eh bien, en bref, l'analyse montre que, quasi toujours, nous ne les mettons jamais en œuvre que pour quoi ? Que pour améliorer notre confort, ce qui s'avoue difficilement, ainsi que celui de notre espèce biologique, celui de nos enfants, celui de l'humanité. Mais c'est ici exactement la même chose, puisque qu'il s'agisse du devenir de l'individu ou de son espèce, les deux sont si imbriqués qu'il est inutile de les dissocier. Alors, je n'en dirai pas plus sur l'âme aujourd'hui, et je voudrais m'arrêter un peu plus, si vous le voulez bien, sur l'esprit, tout au moins l'esprit tel que nous l'entendons ici. Alors attention.